Bienvenue dans Coup d'éclat, le podcast d'Atelier Nubio. Je suis Claire, cofondatrice d'Atelier Nubio et votre hôte sur ce podcast de beauté holistique. Atelier Nubio, c'est le projet qui me fait vibrer depuis 2014. Il est né de ma conviction première, la beauté se nourrit de l'intérieur. La beauté holistique est un voyage merveilleux. Ma mission sur Terre est de vous donner envie d'y embarquer. Avec ce podcast Coup d'éclat, on veut nourrir votre peau, votre imaginaire, votre curiosité, votre joie. On veut vous donner envie d'explorer votre propre chemin, d'être autonome, d'être l'aventurière bienveillante de votre beauté et vitalité à travers les saisons et les âges. Aujourd'hui, je suis ravie d'inviter Anne Guéquière, hôte de Métamorphose, l'un des podcasts les plus écoutés de France. Avant Métamorphose, Anne a créé plusieurs entreprises, dont Féminin Bio, un média où, pour la petite anecdote, j'ai fait mon stage il y a 15 ans. C'était très émouvant de revoir Anne après toutes ces années, au micro de mon podcast Coup d'éclat et pour parler du sien, Métamorphose. Métamorphose est un projet entrepreneurial qui s'est manifesté à Anne. Elle lui a donné sa voix et il le lui rend bien. Elle dit qu'elle glisse dans son sillage. Bonjour Anne, ravie de te recevoir aujourd'hui après 15 ans. Ça fait 15 ans qu'on ne s'est pas vu. Oui, c'est ça à peu près, c'est ce qu'on se disait. Ouais. Et comme tu le sais Anne, la première question rituelle, est-ce que tu pourrais me partager quelle est ta mission sur Terre ? Je crois que ma mission sur Terre, c'est la mission de la métamorphose, à commencer par la mienne. Et en espérant vivre une forme de métamorphose sous forme de cycle, parce qu'on a des grandes métamorphoses, mais aussi plein de petites métamorphoses, comme on a un grand coup d'éclat peut-être, et plein de petits coups d'éclat, ce que tu me disais hors antenne, on est en perpétuelle métamorphose. Donc ma mission, je crois que c'est vraiment de la vivre et de pouvoir aussi la partager à travers mes interviews au monde. Après, est-ce que c'est vraiment une mission ? Est-ce qu'on n'a qu'une seule mission ? Je pourrais te retourner la question aussi. Est-ce qu'on n'a qu'une seule mission en fait sur Terre ? Et est-ce que ce sont des missions ou des vocations ? Tu vois, c'est des questions qui m'interrogent beaucoup, ça. Après, c'est la question que je te pose aujourd'hui. Demain, tu pourrais me donner une autre réponse. Absolument. C'est vrai que la mission sur Terre aussi peut évoluer et le plus important dans cette question, c'est de se la poser. Et je pense que la mission, ça peut être des choses toutes simples. Par exemple, si je pense à ma maman, elle aurait aimé être artiste. Elle a fait des études d'orthophonie, ce qui n'avait rien à voir. Et elle n'a pas une carrière, entre guillemets, d'artiste. Et pourtant, je pense qu'elle vit comme une artiste. Et c'est une sorte de mission, mais qui s'est exprimée dans sa façon d'être au quotidien. Tout à fait. Et parfois, on peut avoir ce genre de mission. On est comme ça au quotidien, mais on ne reconnaît pas que c'est ça la mission, alors qu'elle est déjà là. Soit c'est un peu l'analogie, tu vois, qu'on a dans l'avion. Mettez votre masque de sécurité avant même de mettre celui des enfants. Ou qu'on peut avoir, même je crois que c'est Jésus qui appelait les gens à dire « aime ton prochain comme toi-même ». On renvoie en fait à soi, que quand on n'est pas descendu d'abord dans la maison intérieure, c'est difficile d'aller au monde avec cette expression-là. Donc on a eu du mal à trouver de quel coup d'éclat on allait parler aujourd'hui, mais on a réussi à se décider sur la création de Métamorphose, donc ce podcast que tu m'as dit qui finalement glissait presque sans que tu aies besoin de lui donner une direction. C'est vrai que j'étais plus opérationnelle depuis un moment au sein de Féminin Bio, même si j'avais toujours un rôle un peu d'ambassadrice et que j'étais l'âme de la marque Féminin Bio, j'allais dire Métamorphose, et du concept du projet, puisque j'étais toujours associée, même si j'étais plus majoritaire. Et je m'entendais très bien avec mon associé qui avait pris la majorité quand j'étais partie vivre aux États-Unis. Donc j'étais opérationnelle sans l'être, donc j'avais pas mal de recul. Et à ce moment-là, je réfléchissais beaucoup à toutes ces conversations intimes que j'avais quand même depuis une quinzaine d'années autour de Féminin Bio, avec des personnalités extraordinaires. Je pense à des Laurent Gounel, Christophe André, des gens dans l'alimentation saine, des naturopathes, etc. Et je me disais, toutes ces conversations intimes que je partage, ensuite on les retranscrit soit pour le magazine en ligne, soit pour le magazine papier. Mais il y a quelque chose qui s'est joué dans l'intime, dans les regards, dans les souvenirs, dans le ton de la voix, qui, dans les mots, ne se retranscrivait pas toujours. Et puis dans une interview papier, tu le sais, parce que tu as travaillé aussi à la rédaction de Féminin Bio, on est obligé de concentrer une interview. Et donc on va un peu au cœur, mais il y a tous ces espaces aussi de silence, de modulation qui ne sont pas présents.
Et à ce moment-là, je lis un jour un magazine féminin et je vois les podcasts reviennent en force. Parce que c'est vrai que les podcasts, ça existait depuis le début des années 2000, notamment aux États-Unis. La technologie était déjà là, c'était pas une idée révolutionnaire ni nouvelle, mais ça n'avait pas pris du tout l'ampleur que ça a aujourd'hui. Et quand j'ai vu ça, c'est vrai que quand je travaillais quand j'ai fondé Féminin Bio, j'étais souvent interviewée par des radios et j'avais remarqué que j'aimais cette intimité déjà de la radio. J'avais fait un peu de télévision et j'aimais pas trop la télé. Ça me stressait, enfin en tout cas la télé sur plateau. Être en extérieur, faire des reportages et tout ça, j'aimais bien, mais c'est vrai et dans le podcast, il y avait vraiment cette idée de l'intime de la voix. Ouais. On n'a pas l'image, on n'est pas perturbé par comment ces deux personnes se tiennent entre elles. On est vraiment dans ce qui se génère dans la voix. Et quand j'ai lu cet article dans le magazine, je me suis dit « Ah, mais c'est ça que je vais faire. C'est ça que je vais faire. » Tous ces trésors de conversation qui formaient comme un panthéon intérieur de voix de toutes ces personnes qui m'avaient partagé leur expertise, leurs inspirations, leur métamorphose, leur quête de sens, mais aussi l'alimentation bio, les cosmétiques bio, puisque moi j'avais écrit un livre sur ce sujet, donc je venais vraiment voilà, c'est quelque chose qu'on a aussi en commun, des cosmétiques naturels, de l'alimentation saine. Je venais de là et je me suis dit, tous ces gens-là, j'ai envie de les partager au monde. Et ce projet m'est tombé dessus, mais dans le bon sens du terme, comme une évidence, à la seconde. Ouais. C'est pour ça qu'on peut parler de coup d'éclat. Comment tu définirais, toi, le coup d'éclat, justement ? La définition, c'est vraiment une décision très courageuse qui surprend aussi beaucoup les gens, mais qui change ta trajectoire de vie. Et donc, toi, tu étais sur ton canapé et tu as entendu aussi le nom du podcast. Comment ça s'est passé ? Alors, Métamorphose, c'était un nom que j'avais déjà mis en avant pour un coffret de cartes au rythme des saisons que j'avais publié chez Erol en 2013. Et Métamorphose, le projet est né en 2018 et les premiers podcasts en 2019. Donc, j'avais déjà initié ce côté quête de sens, quête de vérité, psychologie, spiritualité à ce moment-là, dans ce coffret de cartes Métamorphose à l'époque, qui n'était pas un oracle, mais plutôt un coffret avec des citations. Voilà, pareil, que j'avais canalisé en allant justement en Bretagne, à Saint-Brieuc, interviewer un grand guérisseur breton. Oui, c'est qui ? Jean-Luc Bartoli, qui est devenu un ami, qui travaille beaucoup avec des hôpitaux aussi de grands brûlés, etc. Et ils sont en collaboration entre les médecines alternatives et puis la médecine conventionnelle. Et Jean-Luc Bartoli avait fait l'objet de beaucoup de reportages à la télévision, il avait écrit des livres, et avant de partir aux US, je m'étais dit, je veux absolument le rencontrer pour l'interviewer. C'était pas du tout le moment dans ma vie. On était en plein carton pour partir aux US avec 3 petits bouts de chou sous le bras. Mais il y avait un truc qui était encore une fois plus fort que moi à ce moment-là. Je me suis dit, il faut que j'aille rencontrer cet homme. Et tu le sais, tu es bretonne. Pour faire Paris-Saint-Brieuc, en fait, c'est pas direct. Enfin, maintenant, il y a peut-être des TGV, mais à l'époque, pas du tout. Il fallait pratiquement 6 heures avec les changements. Je me suis posée dans le train et j'ai commencé à ouvrir mon ordi. J'avais plein de boulot, etc. J'étais en speed. Et là, je me revois fermer mon ordinateur. J'ouvre un carnet de notes et je commence à écrire des phrases comme ça qui glissaient toute seule. Et ça coulait, et ça coulait, et ça coulait. Et je me sentais, on pourrait dire, presque en état de conscience modifié, parce qu'on est pris comme ça par ce flot. La canalisation, entre guillemets, ce qu'on appelle la canalisation, ça reste un mystère. Où est-ce qu'on attrape, entre guillemets, tout ça ? D'où vient cette espèce de download ? Après, chacun y met ses croyances dessus, parce qu'on est aussi partie prenante, parce que forcément, ce sont des choses qu'on a déjà aussi apprises. Et en même temps, il y a quelque chose qui vient d'ailleurs, qui ne nous appartient pas. Et donc, ça coulait, ça coulait, ça coulait. Évidemment, quand je suis arrivée à Saint-Brieuc, ça a été une rencontre extraordinaire avec cet homme. Vraiment, j'ai retrouvé comme un frère d'âme. On est toujours très en lien aujourd'hui, même si on se voit pas souvent. Et je suis revenue avec ce premier coffret Métamorphose à ce moment-là. Et c'était une forme de métamorphose parce que je partais vivre aux États-Unis. Je laissais l'entreprise, je la confiais en fait à mon partenaire. Et c'est vrai que ça a été les premiers pas de la métamorphose. Donc forcément, quand ce projet Métamorphose de podcast est descendu, ce nom était une évidence pour moi. Tu te rends compte aussi quand tu changes, là tu étais dans le train, oui. Mais aussi quand tu arrives dans certains endroits aussi, ça peut être lié au fait que tu n'aies pas les mêmes images aussi devant les yeux. Donc là, tu pars aux États-Unis avec ton idée, les premières... T'avais déjà enregistré quelques mots ? Non, quand je suis partie aux États-Unis, c'était vraiment le coffret. Quand je suis rentrée en fait des États-Unis. Finalement, on était partis pour 3-5 ans, puis on a eu des problèmes de visa, on n'a pas pu y rester.
Donc on est revenu au bout d'un an à Paris. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé, enfin quelques années plus tard, que j'ai commencé à penser au podcast. Ouais. Et t'écoutais beaucoup de podcasts ou... Zéro, rien. Mais la radio, t'aimais quand même les voix à la radio. Écoute, j'aimais en tout cas parler à la radio. Je pense que maintenant, avec du recul, je sais que j'avais déjà une conscience des voix. Maintenant, c'est quand je rencontre quelqu'un, la première chose qui me vient, c'est tout de suite, c'est sa voix. Ouais, c'est incroyable cette histoire de voix. Ouais. Tu vois, on parle de canalisation. Là, est-ce que tu as fait un training pour bien poser ta voix? Non, pas du tout. J'ai fait du théâtre quand j'étais jeune, quand j'étais lycéenne. J'adorais ça. J'étais pas spécialement plus douée que ça, mais j'adorais ça. Et donc, je pense que c'est resté dans un coin. Tout ce qu'on m'avait dit à cette époque-là a dû rester dans un coin. Puisque dès que j'ai reconnecté avec la radio au sein de Féminin Bio, d'ailleurs, à une époque, il y avait eu un salon qui s'appelait le Salon Durable ou Environnement Durable, je sais plus quoi, on avait monté un gros plateau de radio avec un partenaire, donc je pense que c'était les prémices, certainement, de Métamorphose. J'aimais ça, mais vraiment sans le savoir. Moi, j'ai pas une formation de journaliste. J'ai fait, comme toi, des études, plutôt un parcours classique de business, de droit des affaires. Et donc, je me sentais pas forcément légitime dans ce rôle journalistique. Et le podcast, je trouve, est plus un entre-deux. Ou moi, en tout cas, je me sens passeuse d'informations, plus que de faire un travail journalistique au sens de l'investigation. Bien sûr, c'est une forme de média, mais je trouve que le podcast est un média hybride, voilà, entre les deux. Aujourd'hui, ton podcast est l'un des plus écoutés de France, donc tu as beaucoup d'oreilles. Oui. Et aujourd'hui, tu as quel rapport avec ta voix ? À l'époque où il y avait des répondeurs enregistreurs sur les téléphones fixes, je me souviens que ça me dérangeait pas d'entendre ma voix enregistrée. Et j'avais beaucoup de copines qui disaient « Ah, c'est horrible, notre voix et tout ça ». Et en fait, moi, ça me passait au-dessus. Je me disais « Oui, enfin, c'est ma voix, mais c'est OK ». J'avais une relation qui était tranquille avec ma voix. Et en revanche, quand je réécoute des podcasts, maintenant, j'ai plus trop le temps de le faire, mais quand j'en réécoute, je note tous mes tics de langage. Et c'est pour ça aussi que ça m'agace un peu. Parfois, je les réécoute pas. Pour pas entendre ça, ou alors j'écoute vraiment pour écouter l'invité. Mais j'ai pas appris à poser ma voix. En revanche, je pense que dans le temps, elle a appris à se poser d'une autre manière, à force de faire des émissions. Et aujourd'hui, Métamorphose, quelle est sa place dans ta vie ? Aujourd'hui, alors je continue à avoir 3 métiers qui sont complètement connexes, puisqu'en fait, il y a évidemment Métamorphose. On est une dizaine de personnes aujourd'hui au sein de l'équipe. Je continue à être directrice d'ouvrage et de collection aux éditions Erol. Je publie entre peut-être une dizaine de livres par an en tant que directrice d'ouvrage. Et puis je suis auteure. Ouais. Donc j'écris aussi des livres. Donc ce qui est difficile et à la fois terriblement excitant, c'est de trouver du temps pour ces 3 avec Métamorphose qui prend, je dirais peut-être 80% quand même de mon temps. Aujourd'hui, c'est vraiment mon activité principale, avec laquelle je suis complètement en fusion. Tu disais justement que tu n'avais pas besoin de le tirer, ce projet. Non, c'est, tu vois, avec Féminin Bio, c'était un projet que j'ai quand même aussi beaucoup poussé. Il y a eu des moments où ça a été fluide, mais il y a eu des moments vraiment difficiles avec Féminin Bio. On s'est pris la crise du marché de la pub en 2008, alors qu'on venait juste de commencer. En plus, moi, j'avais des enfants en bas âge. J'étais proche du burn-out à l'époque. J'avais eu 3 grossesses très rapprochées. La femme qui avait co-monté Féminin Bio avec moi, Ève Demange, c'est pareil, a fait un burn-out aussi. Donc c'était dur, en fait, le démarrage de Féminin Bio. Alors que Métamorphose, pas du tout. C'est un projet qui a été très fluide dès le départ. Et je dirais qu'au bout de 2 semaines, j'ai vu qu'il court presque devant moi. En fait, c'est comme si à chaque fois, il me montrait le chemin, il m'éclairait des ampoules en me disant tiens, tu vas là, tiens, tu vas là, tiens, tu vas là. Ce qui fait que je fais pas de plan, de business plan. Alors financièrement, évidemment, on est obligé de regarder où est-ce qu'on va et tout ça. Je dis pas qu'on fait tout à l'opportunité, mais en tout cas au niveau des développements, c'est plus à ce niveau-là. La route s'éclaire sur mon chemin de manière très fluide, comme ça. Et ça, c'est génial, j'adore. C'est vraiment le rêve entrepreneurial. Ouais. Que ton projet te guide. C'est peut-être aussi après avoir eu plusieurs projets. Tu dirais que c'est ton projet de plaisir ? C'est un projet de plaisir et pourtant, je sens que c'est pas l'œuvre de ma vie, qu'il y aura autre chose après de peut-être encore plus même dense pour moi en termes de profondeur par rapport à ma quête profonde existentielle. Donc ça reste un projet sur le chemin.
Et j'ai à cœur de pas m'identifier non plus complètement à mes projets, hein, en étant bien consciente que quand on s'identifie aussi à un projet, c'est aussi nos blessures, notre systémique, on rejoue dedans. Donc c'est toujours intéressant parfois de décoller aussi par rapport au projet. J'ai pas envie de faire l'œuvre d'une vie, ça fera partie des choses que j'ai créées et c'est génial. Mais et pour autant, je suis aujourd'hui très fusionnelle, même avec cette conscience-là, avec le projet. Tu vois, il y a plusieurs, il y a des cycles où c'est hyper fluide. Après, il y a des soit besoin de se reposer sur des stratégies, soit des modifications de l'équipe, soit tu vois d'autres perspectives, soit des déménagements, parce que toi, t'as l'air d'avoir quand même pas mal voyagé. Oui, j'ai déménagé en Suisse il y a 6 ans. Mais c'est vrai que là, je suis à la 5e année de Métamorphose, c'est la saison 5. Et j'ai l'impression d'avoir vécu des cycles pour Métamorphose, en tout cas, plus rapprochés en termes de haut et de bas. Même si c'est un projet qui est extrêmement fluide, ça n'empêche pas parfois d'avoir des problématiques en interne ou d'avoir des remises en question sur certains aspects. Mais je dirais que les cycles sont plus courts que ce que j'observais au sein de Féminin Bio, comme si c'était en concentré aussi. Mais peut-être parce que ce projet est peut-être plus aligné en profondeur avec qui je suis vraiment, parce que je me connais mieux, peut-être qu'il y a 16 ou 17 ans. Ouais. Et donc il y a des choses, même au niveau de l'ego, de peut-être en fond le besoin de reconnaissance que j'avais à une certaine époque, qui aujourd'hui, il y a des choses qui sont vraiment tombées. Je dis pas que ça a complètement disparu, hein, parce qu'on est toujours en chemin dans notre quête. Mais en revanche, je sens qu'il y a des choses auxquelles je suis moins accrochée. Je laisse. En fait, c'est pas grave. Ouais. Alors qu'avant, je suis très perfectionniste et donc avec un niveau d'exigence assez important. Avant, j'aurais été. Puis parfois, je me dis, c'est pas grave, c'est pas complètement comme j'aurais vu le truc, mais ça va bien aussi. Ouais. Nous sommes à la moitié de l'épisode. C'est le moment de s'ancrer, d'inspirer et d'expirer profondément avant d'accueillir la suite du coup d'éclat d'Anne. Saviez-vous que les bourgeons recèlent un trésor, le concentré des principes actifs de la plante? La gémothérapie est une méthode pour prendre soin de soi grâce aux extraits de bourgeons et de jeunes pousses. Anne et Atelier Nubio sont passionnés de gémothérapie. Nous avons sélectionné les bourgeons dans plusieurs de nos produits, comme dans notre crème hydratante. Elle associe la douceur de lait d'amande corse à la puissance régénérante des bourgeons de hêtre. Enrichie en probiotiques et en acide hyaluronique de bas et haut poids moléculaire, la crème hydratante désaltère, protège la peau et laisse un fini velouté. À commander sur atelierNubio.fr ou à notre atelier boutique 4 rue Paul Bert dans le 11e. Et là, ce projet aussi, Métamorphose, il t'a laissé l'espace pour écrire ce conte fabuleux, La fée qui ouvrait les cœurs. Ce conte, La fée qui ouvrait les cœurs, dans mon oracle de la Métamorphose, il y avait déjà un conte qui était un peu les prémices de ce conte-là. Et moi, j'ai toujours adoré raconter des contes à mes enfants, soit des contes classiques, les contes de Perrault, les contes de Grimm, Andersen, enfin ceux qu'on connaît tous, évidemment Le Petit Prince de Saint-Exupéry, etc., ou les grands mythes, hein, toute la mythologie, l'Odyssée d'Hermès, et ou des histoires inventées. Mon père, en fait, maman me racontait beaucoup d'histoires, beaucoup raconté d'histoires à nous ces 3 enfants, et mon père nous racontait des histoires inventées. Et ça t'a beaucoup inspiré. Est-ce que t'aimais écrire ? Alors j'ai toujours adoré écrire et j'aimais lire aussi. J'aimais lire énormément, j'ai beaucoup lu jeune, et j'aimais lire à voix haute. En fait, je me souviens qu'en primaire, dès que l'instituteur disait « Qui veut lire à voix haute ?», je me souviens que je levais toujours la main. J'ai très peu de souvenirs de mes années de primaire, mais ça c'en est un. Et du coup, le genre du conte m'est tombé un peu dessus comme ça. Je me suis pas dit « Tiens, je vais écrire un conte ». C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec les projets, c'est que l'écriture m'a saisie comme ça, un jour, et c'est comme les écrivains, alors moi je suis pas du tout une grande écrivaine, mais les grands écrivains, ou tous les écrivains qui font ça de manière régulière, ils racontent qu'à un moment donné, les personnages les saisissent. Ou se saisissent à eux. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé avec ce conte. Je n'avais pas prévu d'écrire, et puis il s'est saisi comme ça de moi. J'ai commencé à écrire une histoire, je l'ai partagée avec mes éditrices, qui ont adoré tout de suite et qui m'ont dit « Ah, continue, on va voir la suite ». Ça s'est fait comme ça naturellement. Ouais, il y a plusieurs petites fables à l'intérieur du conte. Oui.
avec la fée qui qui descend. Oui, ce que j'ai trouvé hyper rigolo, c'est dans ta façon d'écrire, souvent tu inventes des mots qui sont un petit tiret, tu sais, Oui. des mots jumeaux. Oui. C'est parce que tu trouves pas le mot qui est juste exactement le maître arbre. Oui, ou le lapin qui s'appelle Amour ou l'Amour argenté. Ouais. J'ai remarqué qu'il y avait vraiment beaucoup de mots jumeaux dans ton Des mots tiroirs comme ça. Ouais, je sais pas pourquoi il y a ces mots tiroirs qu'on retrouve d'ailleurs dans le conte d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, qui écrivait avec des mots tiroirs comme ça, mais d'un tout autre ordre. C'est marrant que tu me fasses la remarque parce que presque je m'en étais pas rendu compte. Mais par contre, ce que je sais, c'est que parfois j'ai du mal à m'exprimer tellement il y a de mots qui viennent. Que ce soit à l'oral ou à l'écrit, c'est comme si ça se précipitait pour pouvoir trouver vraiment le mot vraiment juste. Et comme parfois je le trouve pas, peut-être que d'en faire un double comme ça marche mieux pour moi, je sais pas. Par exemple, Alice au pays des merveilles, c'est un conte que t'as lu ta mère, qu'elle vous a lu, enfant. J'ai pas souvenir qu'elle m'ait lu ce conte. C'est un conte qui m'a toujours intriguée, que j'ai toujours trouvé, comme beaucoup de gens, assez bizarre. Ouais. Parce que on comprend pas trop. D'ailleurs, Lewis Carroll qui l'a écrit, c'était un nom de plume. Hein. Il photographiait quand même des petites filles. Donc il y a eu beaucoup d'histoires aussi autour de lui. Et je crois que c'était la grande sœur d'Alice, mais qui n'était pas majeure, qu'il photographiait, je crois, très dénudée, voire même nue pour certaines petites filles. Donc aujourd'hui, évidemment, ça paraît très particulier, on va dire, comme forme. Et inconsciemment, mon conte fait référence aussi à ces choses-là. Ouais. Il y a plusieurs thèmes, comme bien sûr celui-là, aussi l'écologie avec l'ours polaire. Oui, l'ours polaire, l'arbre aussi. Tout ce qu'on est en train de découvrir sur le fait que les arbres communiquent, tu sais, entre eux à travers ce web végétal, comme l'appellent Romuald de Clérier et Jocelyn Morrison. C'est vraiment ce rhizome et puis tous ces arbres, tu sais, tous ces livres qu'il y a eu autour des communications interespèces entre les arbres et puis cet ours polaire aussi qui disparaît sur la banquise. Ce rapport avec la nature, c'est un rapport que tu as exploré à travers les années ou qui était déjà très présent quand tu étais enfant? J'avais une mère qui était très consciente sur le sujet. J'ai été élevée sur l'île de Noirmoutier en pleine nature. Donc j'ai eu un lien, même si on n'était pas de là-bas, j'ai grandi là-bas. Donc forcément, j'étais entourée de ces éléments. Sur une île, en plus, les éléments peuvent être à la fois très bénéfique, très doux, mais aussi très violent. Quand il y a des tempêtes en plein hiver, toi qui es bretonne aussi, ça peut être très puissant, la nature. Donc c'est vrai que j'étais face à une nature qui était à la fois douce et bienveillante, mais aussi hostile. Parce que la nature, c'est vrai qu'on a tendance parfois à la magnifier en ce moment avec l'écologie, mais la nature, quand elle est aussi dévastatrice, ça c'est évident. Donc j'avais ce terreau de conscience, et puis mon grand-père qui était pharmacien, et à l'époque les pharmacies manipulaient beaucoup les plantes puisqu'elles faisaient leurs potions, leur propre préparation magistrale. Mon grand-père était très proche de la nature, il était pharmacien en Bretagne, et c'est vrai que j'étais, je pense, liée à la conscience qu'il avait du vivant à travers lui. Il était très proche de la nature, on faisait beaucoup de balades en forêt. Il pouvait vous aider sur les champignons? C'est que il maîtrisait très très bien les champignons. Il faut les montrer aux pharmaciens si on a un doute. C'est ça. Et lui, il connaissait très très bien les champignons. Grand botaniste. Et tu sais que c'est une question rituelle sur coup d'éclat. Tu me parles d'arbres, là on parle de cueillette, de nature. Est-ce qu'il y a des plantes est-ce que tu as des plantes totems, des plantes qui t'appellent, où tu sais que tu vas trouver de l'apaisement, ou que tu aimes juste voir, regarder, manger? Alors quand j'ai fait un retour justement à l'écologie, puisque j'ai eu besoin pour vraiment comprendre un peu plus comment fonctionnait le monde, et puis qu'on était en train de vraiment d'abîmer notre terre-mère, ça s'est passé pendant un grand voyage que j'ai fait pendant 3 ans, 2-3 ans en Nouvelle-Zélande, en Inde, en Australie, etc., au Sri Lanka. Et c'est vrai que là, je me suis vraiment sentie appelée par les plantes. Et il y a 2 plantes en particulier qui m'ont touchée là-bas. En Australie, c'était l'arbre à thé, le titri, que j'ai découvert au début des années 2000. Alors maintenant, tout le monde connaît le titri, mais à l'époque, c'était une essence qu'on ne trouvait pas très peu ici, pour ses propriétés désinfectantes, antibactériennes, voilà.
et dont j'adore, qui est très forte, mais dont j'adore l'odeur, et qui m'a toujours suivie. C'est une plante que j'ai toujours, une huile essentielle que j'ai toujours avec moi. Tu la diffuses, tu l'utilises surtout dans de l'huile. Surtout pour les petites plaies. Ouais. Et en micro dosage par voie interne, mais là c'est forcément avec le conseil soit d'un médecin, soit d'un thérapeute compétent. Ok. Et puis en Inde, plutôt cette fois-ci en diffusion, c'était le bois de santal, sandalwood, qui m'a vraiment, par son odeur à la fois forte et puissante, m'a vraiment appelée. Je crois que c'est 2 plantes qui m'ont vraiment demandé ce retour en fait à la terre, et qui ont participé, je crois, à cette conscience écologique en me disant on peut faire alliance en fait avec les plantes et avec le vivant. Et on nous vend du faux. À l'époque, on nous vendait du faux naturel à travers des cosmétiques qui étaient pseudo-naturels, mais qui en fait avaient rien de naturel dedans. Alors que je me suis dit, il existe une alliance avec la nature sans aller piller évidemment des ressources. Mais on peut avoir une alliance avec les plantes et utiliser ça comme trésor, ce que tu fais très bien avec Nubio, comme trésor de santé, de beauté. Ouais. Et je dirais une autre plante, cette fois-ci par voie interne, que j'aime beaucoup. Alors, ce ne sont pas forcément toutes des plantes locales, et j'essaie maintenant de plus en plus de faire attention à ça depuis longtemps déjà. J'adore le thym et le basilic qu'il y a dans mon jardin. Mais il y a une plante que j'aime énormément, c'est le lapacho, qui s'appelle aussi pau d'arco, qui est une plante brésilienne, qui est un arbuste, et qui est extraordinaire pour l'immunité, pour refaire ses réserves aussi en fer, donc assez conseillé pour les femmes, que j'aime beaucoup utiliser en décoction, en espèce de tisane, assez infusée pendant 10 minutes. Et je me sens très en affinité avec cette plante. On ne sait pas toujours pourquoi, en fait, on se sent comme ça en affinité. Et dernière question de cet épisode. Il y a le coup d'éclat, cette grande décision courageuse, mais aussi les petits coups d'éclat qui nous font aussi beaucoup de plaisir. Quand tu as envie de donner un coup d'éclat à ta peau, à ton regard, à ton esprit, qu'est-ce que tu fais ? Alors, mais je dirais que mes 2 coups d'éclat, c'est quand même le sport, mais de sport en extérieur. Donc, c'est vraiment la course à pied, la nage, le vélo, la marche. J'aime beaucoup aussi le yoga. Évidemment, je pratique un art corporel qui s'appelle le Wu Tao, auquel je me suis formée, puisque je suis enseignante de Wu Tao depuis une dizaine d'années, même si je ne suis pas enseignante aujourd'hui, parce que j'ai plus le temps. Mais je pense que les pratiques corporelles peuvent vraiment, et la respiration, l'alchimie de la respiration peuvent vraiment donner un coup d'éclat à la peau. Ensuite, l'autre coup d'éclat, c'est le citron le matin. Alors, je le fais pendant toute la période d'hiver. Après, je fais une pause l'été. De toute façon, c'est plus forcément la saison des citrons. Mais ça, c'est un super coup d'éclat. Tu prends comment ton citron? Dans de l'eau tiède? Je le prends soit dans de l'eau froide, soit dans de l'eau tiède, mais à moins de 60 degrés pour pas enlever les vitamines. Et j'essaie plutôt de le prendre à jeun. Et je suis comme toi une fan de jus. Et celui que j'aime énormément, c'est le jus de céleri, dont tu vas nous vanter les bienfaits peut-être. Alors tu fais toi-même dans ton... À l'extracteur, de jus. Ok, super. Donc pur, tu mets un peu de citron. Soit je mets du citron, soit sinon je rajoute un petit peu de betterave, mais j'aime bien aussi cru. Alors le problème du céleri, c'est quand on le fait à l'extracteur, c'est que ça se prend les pattes et ça fait des fils. Alors vous devez connaître ça avec vos machines. Hein. Ouais. Après, on a des machines un peu... ultra puissantes. Après, c'est une presse hydraulique, donc il y a pas, ça se met pas comme dans l'extracteur, mais bon, après, c'est des sacs, tu vois. Ouais. Mais j'ai vu sur ton Instagram que tu prenais des bains dans l'eau froide. Oui. Ça, alors, explique-nous, tu fais la respiration Wim Hof avant de te jeter dans l'eau. C'est vrai, quand je suis arrivée en Suisse, je suis très attirée par ce lac Léman, qui est le plus grand lac d'Europe. Donc, on peut imaginer qu'au niveau de la vibration, de cette beauté des montagnes qui se reflètent dans cet immense lac, ces montagnes enneigées, il y a un taux vibratoire certainement très élevé. Et j'ai des cousines qui habitent là-bas, des cousines bretonnes d'ailleurs, et qui se baignent toute l'année dans le Léman. Et donc forcément, quand je suis arrivée en Suisse, elles m'ont initiée à ces baignades. Alors, l'hiver, ça peut descendre jusqu'à 5 degrés, le lac Léman. Donc moi, je peux pas dire que je nage à 5 degrés. Je me trempe et je ressors. Donc j'ai fait ça les 2 premières années. Ensuite, il y a eu les années Covid où j'ai un peu arrêté. Et aujourd'hui, je me baigne, je dirais, jusqu'à fin novembre. Et là, je vais reprendre, en avril, en général, je reprends les bains dans le lac. Elle est encore à 7-8, donc elle n'est pas très, très chaude.
Qu'est-ce que ça te procure de te baigner dans une eau très froide? C'est au niveau de l'adrénaline, et que ce soit physique ou émotionnel. Là, pour le coup, c'est vraiment un coup d'éclat. Tu sens avant-après. Ensuite, il faut prendre des précautions parce que quand elle est très froide comme ça, il faut connaître quand même bien son terrain y aller progressivement. Et je sens que j'ai beaucoup plus d'endurance à tout, physiquement, mais aussi émotionnellement. Aujourd'hui, c'est documenté par les sciences que les gens, par exemple, dépressifs qui font des bains d'eau froide améliorent leurs conditions psychiques, par exemple. La randonnée en pleine nature, là, tu sens que tu as posé tes bagages pour un moment en Suisse. Alors, j'ai posé mes bagages en Suisse. Il y a une nature, il y a eu beaucoup de Celtes. On parlait des Bretons. Il y a eu beaucoup de Celtes autour du Léman. Ils voyagent tellement, les Bretons. Voilà ce que je savais pas. Il y a eu énormément de Celtes autour du Léman. Et il y a des énergies qui sont très particulières à travers cette beauté, cette montagne et ce point d'eau. Il y a presque tout. Il y a le minéral, l'eau, le végétal. Voilà, il y a une présence quand même très forte des éléments. Et puis quand il y a des orages, comme c'est encaissé avec toutes ces montagnes autour, ça résonne, donc c'est assez puissant. Et en même temps, j'aime aussi la Suisse parce que j'ai cette activité où je reviens en France dans mon studio d'enregistrement à Paris et j'aime ces allers-retours. Donc là, tu penses que c'est pour un moment la Suisse? Ouais, je pense jusqu'à la prochaine métamorphose? Écoute, je ne sais jamais. Tu vois, c'est comme avec le projet Métamorphose. Parfois, il y a des étoiles qui s'allument et puis j'aime bien les suivre, même si je suis assez fidèle dans ma façon de vivre. Je passe pas d'un truc à l'autre comme ça toutes les 5 minutes. L'aventure féminin bio, c'était 16 ans. Métamorphose, ça va faire bientôt 15 ans. La Suisse, 6 ans. Mais je sais pas, l'autre jour, je discutais avec des amis qui pensaient à leur retraite un jour. Je disais, mais moi, j'ai jamais réfléchi à ça, où est-ce que j'allais me poser. Enfin, ça me paraît pas du tout dans les préoccupations, en tout cas, du moment. Mais la Suisse, oui, parce que aussi j'ai une activité très intense à l'extérieur. Si je travaillais pas et si j'étais simplement posée là en Suisse, est-ce que j'aimerais autant? Je sais pas. Mais t'as senti un changement dans ton énergie vitale, dans le fait d'être entourée de montagnes, d'être très proche de la nature? Oui. Ouais, j'ai vraiment senti énergétiquement, et d'ailleurs je le sens quand j'arrive à Paris. Les 24, quand j'arrive au début, la première journée, j'ai souvent mal à la tête. Je suis hypersensible, donc forcément, mais avant je me rendais pas compte de ça. Et c'est le contraste qui fait que je m'en rends compte. Oui. Merci d'être venue jusqu'à Paris pour m'accorder du temps. J'ai été vraiment ravie d'avoir cette conversation avec toi, Anne. Ouais, moi aussi. Merci beaucoup, Claire. C'est adorable de m'avoir reçue dans ton magnifique podcast aussi. J'espère que cet épisode avec Anne vous a plu et vous a donné envie de vous mettre en chemin pour votre prochaine métamorphose. Mon podcast Coup d'éclat bénéficie de vos notes et commentaires. Partagez-moi votre commentaire sur Apple Podcast et je vous offre mon livre « Mes routines du matin ». Envoyez-moi simplement la capture d'écran de votre commentaire par email à claire@ateliernubio.fr. Bonus, soufflez-moi des mots doux et des noms d'invités en même temps. Merci, j'ai hâte de vous lire.